Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons explorer le mécanisme d'apparition des tendinopathies dans le détail. Globalement, peu importe le tendon lésé, le mécanisme sera sensiblement le même, à savoir un déséquilibre entre les capacités de résistance du tendon et les contraintes qui lui sont appliquées. Nous allons voir dans un premier temps la structure du tendon, puis les mécanismes de dégradation et de douleur liés aux tendinopathies. Je suis Nathan Toiti, kiné du sport, et je vous explique tout ça sur NeuroXtrain. Voyons déjà la biomécanique du tendon pour commencer. Le tendon est un pont mécanique. Il permet la transmission de la force musculaire aux os et aux articulations, et d'autre part, il permet la contraction du muscle pour réaliser le mouvement souhaité. Il existe différents types de tendons qui reflètent de la morphologie du muscle et de leurs fonctions spécifiques. Le tendon n'est pas seulement la zone terminale ou initiale de chaque muscle, mais ça implique le tissu musculaire entier. On parle souvent d'unité musculo-tendineuse. Les tendons sont plus rigides que les muscles, ils ont une plus grande force de tension et ils peuvent résister à de très grandes charges avec des déformations minimales. Cette propriété des tendons rend les muscles capables de transmettre des forces aux os sans engendrer de trop grandes pertes d'énergie. Par exemple, les tendons fléchisseurs du pied peuvent supporter plus de 8 fois le poids corporel et stocker environ 40% de ce poids pour une hystérèse élastique, donc un retour élastique pendant la marche. Le tissu tendineux peut adapter sa structure cellulaire sous des stimuli physiologiques, donc de l'entraînement, ou pathologiques, des traumatismes, selon l'environnement hormonal, systémique et l'âge. À présent, parlons de tendinopathie. Déjà, commençons avec la définition. Eh bien, ça regroupe les affectations douloureuses au niveau du tendon. Tout simplement. Les propriétés mécaniques du tendon sont déterminées par l'organisation structurale macromoléculaire et la composition biochimique de la matrice extracellulaire. Lorsqu'un tendon est chargé, l'étendue de la déformation tissulaire dépend de la vitesse à laquelle la charge est appliquée. À faible contrainte, faible tension, les tendons se déforment davantage et absorbent plus d'énergie, tandis qu'à contrainte élevée, les tendons se déforment moins, deviennent plus rigides et sont plus efficaces pour transporter la charge mécanique, comme on peut le voir avec le schéma qui s'affiche à l'écran. Les déformations inférieures à 4% de la longueur du tendon permettent généralement au tendon de revenir à sa longueur d'origine une fois la charge réduite. Mais au-dessus de 4% de déformation, les fibres de collagène peuvent commencer à se fragiliser et au-delà de 8%, le tendon est susceptible de se rompre. Les blessures au tendon représentent 30 à 50% de toutes les blessures dans le sport. Il a été démontré que le nombre total d'heures consacrées à la pratique sportive est un facteur de risque connu pour développer une tendinopathie rotulienne chez les joueurs de football professionnels. Il a été démontré qu'il n'y a pas de processus inflammatoire à l'origine des tendinopathies, si ce n'est au tout premier stade de la pathologie, 3 premières semaines à compter de l'apparition. En fait, dans la plupart des cas, ce sont plutôt des phénomènes dégénératifs qui sont détectés que des phénomènes inflammatoires et par conséquent, l'utilisation de corticostéroïdes ou d'anti-inflammatoires est généralement inefficace. Un exercice régulier et bien structuré a un effet positif sur le tissu tendineux en le renforçant par la production de nouvelles fibres de collagène. Mais l'exercice peut être vu comme une pratique à double tranchant. En effet, si l'exercice est la pierre angulaire du processus de rééducation dans les tendinopathies, une surcharge, en revanche, pourrait entraîner des effets négatifs. Lorsque les tendons sont surchargés et soumis à des étirements répétés, les fibres de collagène commencent à glisser les unes sur les autres, rompant les réticulations, qui sont les liaisons entre les molécules composant le tendon, et entraînant le processus dégénératif. De plus, lorsque le tendon est soumis à un exercice intense, des températures élevées se développent à l'intérieur et peuvent augmenter les phénomènes apoptotiques, qui sont la mort cellulaire. Pour entrer un peu plus encore dans les détails physiologiques, même si on est déjà pas mal, les contraintes thermiques et l'hypoxie peuvent entraîner une surexpression de molécules telles que les métalloprotéinases matricielles MMP3, qui favorisent la dégradation de la matrice et surtout la surproduction de cytokines inflammatoires telles que le facteur de croissance dérivé des plaquettes, les leucotriènes et la prostaglandine E2. De plus, l'hypoxie est associée à l'expression accrue du facteur de croissance de l'endothélium vasculaire, VEGF en anglais, qui favorise donc la néoangiogénèse et est capable d'augmenter l'expression des protéines MMP et de diminuer la concentration de l'inhibiteur tissulaire de la TIMP3, se rendant ainsi responsable de l'altération des propriétés mécaniques des tendons.
C'était un petit peu compliqué, mais il y a un petit résumé écrit qui pourra m'appuyer. Lorsque la surcharge dépasse la capacité de récupération du tissu ou qu'une période de récupération adéquate n'est pas respectée, les mécanismes de réparation sont inefficaces et la cascade pathogénique conduit à la tendinopathie. Le célèbre modèle de Jill Cook et Purdam décrit remarquablement bien ce processus de dégradation des tendons en cas de tendinopathie. Donc il va s'afficher juste à l'écran ici. Bien qu'il soit tout de même possible de trouver des cellules inflammatoires, l'aspect histologique le plus représenté est l'aspect dégénératif. Au microscope, les fibres de collagène perdent leur disposition parallèle et semblent donc désorganisées. Quelles sont les différences entre un tendon sain et un tendon pathologique ? Plusieurs éléments sont caractéristiques de la tendinopathie au niveau cellulaire comparé aux tendons sains. Voyons donc dans les détails. Les tendons tendinopathiques ont une désorganisation marquée et séparation des fibrilles de collagène avec une augmentation concomitante de la substance fondamentale mucoïde. Aussi, le diamètre des fibrilles de collagène est plus variable et une teneur accrue en collagène de type 3 contribue à la faiblesse mécanique du tendon malade. Les fibroblastes tendineux adoptent un aspect arrondi plutôt qu'aplati et ont tendance à être répartis de manière inégale dans le tissu. Une autre caractéristique de la tendinopathie est la néovascularisation avec des capillaires envahissant le tendon depuis le paratendon, gaine de protection qui entoure le tendon. Ces capillaires sont généralement accompagnés par la croissance de fibres nerveuses sensorielles et libèrent des substances nociceptives et déclenchent donc de la douleur. Enfin, il n'y a pas d'infiltration de cellules inflammatoires dans le tendon proprement dit, bien qu'une inflammation puisse être observée au sein du tissu péritendineux. Mais quel est donc le mécanisme de guérison ? Ce processus comporte 3 étapes qui se chevauchent. On a l'inflammation, la prolifération cellulaire et le remodelage de la matrice extracellulaire. La phase inflammatoire commence avec la formation d'un hématome peu de temps après la blessure. Les cellules sanguines, telles que les plaquettes, les neutrophiles, les monocytes et les érythrocytes, sont attirés sur le site de la lésion par les cytokines pro-inflammatoires. Les composants de la matrice extracellulaire, principalement le collagène de type 3, sont synthétisés par des fibroblastes recrutés au préalable. Ensuite, des facteurs angiogéniques sécrétés initient la formation d'un réseau vasculaire responsable de la stabilisation préliminaire du site de la lésion. Après quelques jours, la phase de prolifération se déroule accompagnée de la synthèse abondante de composants de la matrice extracellulaire tels que des protéoglycanes et les collagènes, donc principalement le collagène de type 3 comme on l'a dit, qui sont disposés de manière aléatoire. D'autres dispositifs de cette étape sont la cellularité accrue, donc une densité cellulaire, et l'absorption de grandes quantités d'eau. La phase de remodelage, elle, inclut 2 sous-étapes. Elle commence 6 à 8 semaines après la blessure et prend environ 1 à 2 ans selon l'âge et l'état du patient. Ça, c'est important. La première sous-étape est la consolidation. Elle se caractérise par une diminution de la cellularité et de la production matricielle car le tissu devient plus fibreux, notamment grâce au remplacement de collagène de type 3 par le collagène de type 1. Ces dernières commencent alors à s'organiser le long de l'axe longitudinal du tendon, rétablissant ainsi sa rigidité et sa force de tension. Après environ 10 semaines, le stade de maturation se produit et lui comprend une augmentation des liaisons croisées de collagène et la formation d'un tissu tendineux. Et en général, en parallèle de ça, la guérison des tendons est composée de 2 mécanismes qui se chevauchent aussi. C'est la guérison extrinsèque et intrinsèque. La guérison extrinsèque, elle a lieu avant la guérison intrinsèque. Elle implique l'invasion de cellules inflammatoires de la périphérie au site de dommage qui à son tour synthétise la matrice initiale de collagène et favorise le processus de réparation. La guérison intrinsèque contribue elle au processus de réparation par le recrutement de cellules souches progénitrices locales. Le tendon guéri ne retrouve généralement pas tout de suite les propriétés mécaniques du tissu non blessé. La force réduite du tissu cicatriciel comparé au tendon indigène résulte d'une intégration réduite des fibres de collagène avec un rapport plus élevé de type 3 de collagène que de type 1. En conséquence de tout ça, qui peut s'avérer un peu compliqué, ce qu'il faut retenir, c'est que le tendon il s'épaissit et il se raidit pour surmonter la force mécanique inférieure et par conséquent, la qualité du tendon et son activité fonctionnelle sont réduites. Donc alors sur cette guérison, c'est un petit peu complexe. Effectivement, on a parlé aussi de cellules inflammatoires puisque ce sont des choses qui font partie de la guérison, mais on
considère pas cela comme une inflammation à proprement parler du tendon. C'est pour ça qu'on reste dans le cadre de tendinopathie et les tendinites sont associées aux tendinopathies qui possèdent une inflammation. Mais en tout cas, le mécanisme de guérison, il fonctionne ainsi. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une vraie réorganisation structurelle à faire en rééducation qui va passer par du travail excentrique principalement et ensuite terminer avec du travail pliométrique pour redonner au tendon des grosses capacités de contrainte, d'absorption de ces contraintes pour développer de la force et des bons cycles d'étirement-raccourcissement de l'unité musculo-tendineuse. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, on a plongé en pleine physiologie. N'hésitez pas à la partager, à commenter, à nous laisser si vous avez une question, on y répondra puisque c'est un petit peu compliqué. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur NeuroX Training. Salut!